Bienvenue dans Commotion et Sport de haut niveau, votre série de podcasts de l'INSEP dédiée à mieux comprendre la commotion cérébrale et ses enjeux dans le monde du sport de haut niveau. Dans chaque épisode, plongez dans un échange authentique entre un professionnel de santé et un athlète ayant vécu une ou plusieurs commotions. Aujourd'hui, nous recevons Fabien Wolfart, masseur-kinésithérapeute, et Reda Sedouki, judoka à l'INSEP. Ensemble, ils aborderont les symptômes, les défis de la gestion des commotions, pourquoi il est essentiel d'en parler et les étapes clés d'une prise en charge adaptée. Parce que préserver la santé, c'est aussi garantir la performance. Salut Reda, comment ça va aujourd'hui? Salut Fabien, ça va super et toi? Ouais, très bien, très bien. Aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu ce que tu fais sur le plan sportif, quel est ton plan de carrière, etc. Alors sur le plan sportif, je m'appelle Reda déjà tout d'abord, j'ai 25 ans. Je suis sportif de haut niveau en judo depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Donc je suis à l'INSEP depuis 2016 et je suis ici aujourd'hui pour vous parler des différentes commotions cérébrales que j'ai subies. C'est ça, exactement. Justement, on y vient sur la commotion cérébrale. Est-ce que tu peux nous parler de ta dernière commotion? Comment ça s'est passé? Quel était ton ressenti? Alors la toute dernière, elle est assez récente parce qu'elle date d'il y a 2 mois, il me semble, quelque chose comme ça. C'était lors des championnats de France première division où lors d'un combat en fin de match je heurte la tête moi-même sur une technique que je lance. Je heurte le haut de la tête et je perds connaissance. Donc très mal vécu parce que c'était une compétition importante à l'approche des Jeux Olympiques. J'ai beaucoup pleuré. Je pense que la commotion fait que les émotions sont décuplées aussi. Mais ça a été, je pense, la commotion de trop et celle aussi qui m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Ok, ouais, c'est intéressant que tu nous parles des émotions, parce qu'on le sait pas trop ou peu, et c'est des choses où on est des fois surpris, où l'entourage est surpris aussi, de se dire, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, ces émotions-là ne sortent pas, et c'est vrai que tu nous as parlé directement de la façon dont par la suite, tu t'es mis à pleurer. C'est quelque chose qui est très fréquent, qui arrive lors des commotions. Donc c'est intéressant que tu mettes le point là-dessus. Ouais, ça c'est quelque chose qui est super intéressant. Si tu nous parles un peu du coup de la prise en charge de cette commotion, comment ça a été suivi à chaud tout de suite sur le tapis, et puis par la suite le process pour revenir vers l'entraînement et la pratique du judo. Alors j'ai été super bien pris en charge, j'ai eu de la chance par les 2 médecins des équipes de France qui étaient sur place à ce moment-là, dont Laurent Vinclair, qui me suit depuis de très nombreuses années maintenant et qui m'a suivi pour le protocole post-commotion. Mais c'était très compliqué émotionnellement parce que, comme je t'ai dit juste avant, c'était vraiment une compétition qui était super importante et donc ça m'a touché à bien des égards. Maintenant, Laurent m'a fait comprendre que je pouvais pas par exemple aller à Tokyo pour le Grand Chelem de Tokyo qui était une compétition sélective pour les Jeux Olympiques, mais ça aussi ça a été très dur à encaisser parce que d'un côté je peux pas faire mes médailles au championnat de France alors que j'étais bien engagé sur une compétition qui est aussi importante que celle-ci. Je peux pas faire le tournoi de Paris du coup et la double sanction c'est que je peux pas aller au Grand Chelem de Tokyo 2 semaines après et que les Jeux se profilent à grands pas et que je vois ma sélection s'envoler. Donc et en plus de ça, le fait que c'est ma énième commotion, j'en ai fait beaucoup. Je me dis que peut-être que ma santé est en jeu, donc c'est très compliqué de choisir entre la raison et puis le cœur, quoi. Est-ce que du coup, là, t'es un peu apaisé par rapport à tout ça? Est-ce que t'es encore tiraillé? Comment tu vis aujourd'hui cette suite de commotions? Sur un plan médical, j'ai eu pendant un petit moment beaucoup de mal à me concentrer. J'ai eu beaucoup de mal à me concentrer, beaucoup de mal à me souvenir de certaines choses. Est-ce que tu as réussi à passer le pas par rapport à cette digestion un peu finalement des conséquences de cette dernière commotion? Où t'en es? Est-ce que c'est encore difficile pour toi? Et quelles sont encore les problématiques que tu as actuellement par rapport à ces commotions? Médicalement parlant, je suis irritable, mais je suis super irritable notamment par la lumière et le son. La lumière, le matin, si je prends mon téléphone directement, je vais avoir mal aux yeux pendant au moins 1 heure. Mais bon, ça c'est déjà le cas depuis les commotions que j'ai fait précédemment. Et puis j'ai toujours un peu de mal à me concentrer. Je fatigue beaucoup plus vite. Donc je suis moins en capacité de travailler autant de temps que je pouvais le faire avant. Ok. Est-ce que là, on est dans un environnement lumineux pour les caméras? Est-ce que c'est quelque chose qui te perturbe actuellement? Ouais, carrément. Ouais, complètement. Carrément. Ok.
Est-ce que ton entourage sportif, tes coéquipiers, tes coachs, mais aussi ta famille, comment ils ont réagi à la suite de cette nouvelle commotion? Et puis peut-être tu peux revenir aussi sur les commotions précédentes par rapport à la réaction familiale par exemple, ou de tes coéquipiers. De la peur, parce que déjà cette fois-ci c'était en direct, Ouais. et puis ça s'est vu. Ça s'est fort vu sur la compétition. Donc déjà on a entendu le bruit de l'impact de ma tête au sol, et puis mon corps un peu inerte qui ne bouge plus sur le tapis. Donc on s'imagine beaucoup de choses quand on est derrière l'écran. Donc ça a été de la peur, mais surtout de la déception pour moi, parce que tout ce que ça engendrait derrière, en fait, il y avait le côté médical qui allait pas, il y avait le côté sportif qui allait pas aller, donc tout un tas de choses qui s'empilaient et pas super bien pour moi, quoi. Pour toi, c'était difficile à encaisser. Est-ce que pour ton entourage sportif, ils ont vite compris les conséquences liées à ça? Ils ont compris pourquoi ça s'enchaînait comme ça pour toi? Oui et non, parce qu'en fait, la commotion, c'est une blessure qui est super abstraite. C'est du ressenti personnel, et nous, en tant que sportifs de haut niveau, on a tendance à pas s'écouter. Et quand on a un croisé, on peut pas poser le pied, c'est facile, on sait qu'on peut pas faire la compète. Une commotion, le sentiment est beaucoup plus ambivalent. On a l'impression qu'on peut y aller, sauf que on s'entraîne une demi-heure, on a mal à la tête et on se dit qu'en fait non, on peut pas y aller. Donc il y a tout tout est fait pour mal prendre en charge cette commotion. Donc c'est compliqué, les entraîneurs essaient de nous faire confiance, mais face à eux, ils ont un athlète qui a l'air bien, et qui potentiellement est peut-être en train de s'écouter un peu de trop, donc c'est difficile de faire la part des choses entre toutes ces choses-là. Ouais, et tu le soulignais, le fait que toi, tu as du mal à le percevoir, ton entourage sportif, c'est pareil, c'est quelque chose certainement aussi qui ne se voit pas. Pour eux aussi, j'imagine que c'est difficile à percevoir, à comprendre pourquoi t'as l'air en bonne santé, t'as tes deux bras, tes deux jambes, tu boites pas, pourquoi tu remontes pas sur le tapis? Je pense que la commotion, faut la vivre pour la comprendre. Parce que c'est quelque chose qui nous atteint, une blessure, on sait qu'on va potentiellement s'en remettre. Il y a des blessures où il reste... je sais que par exemple, je me suis fait opérer du coude et j'ai encore des séquelles de ça. Mais ça se voit. On peut le voir à l'image. Il y a tout un tas de choses, médicalement parlant, qui sont faites pour que ça se voit et que ce soit factuel. La commotion, c'est vraiment du pur ressenti personnel. C'est oui, j'ai mal à la tête, mais est-ce que j'ai mal à la tête parce que je suis fatigué, ou est-ce que j'ai mal à la tête parce que j'ai pas assez dormi, ou est-ce que j'ai mal à la tête par rapport à la commotion? Donc c'est super abstrait comme blessure, donc c'est compliqué à prendre en charge. C'est très difficile. Est-ce que tu peux nous parler des commotions que tu as eues par le passé? Et peut-être ma première question, c'est est-ce que depuis ta première commotion, est-ce que tu as des symptômes qui ont persisté et qui persistent encore sans discontinuer depuis ta première commotion? Alors la toute première commotion que j'ai faite, ça date d'à peu près, il me semble, 2017 ou 2018. C'était à l'INSEP. Ma tête avait heurté le mur qui est pourtant rembourré. J'ai même encore jusqu'à présent aucun souvenir de celle-ci. J'étais tombé dans les pommes, je m'étais relevé, j'étais retombé dans les pommes. Par la suite, j'en ai fait d'autres, des plus petites où par un simple impact au sol, j'avais mal à la tête toute l'après-midi. Et en compétition, j'en ai fait deux. Que les arbitres n'ont pas vu cette fois-ci, donc j'ai pu continuer à la compétition, où mon menton a heurté la tête de mon adversaire, et où brièvement j'ai perdu connaissance, mais pas assez longtemps pour que l'arbitre le voie. Et donc j'ai continué la compétition. Par contre, le lendemain, j'avais la tête en vrac. Donc ça, c'était mes premières, et je me souviens plus du tout de la question que tu m'as posée. Non, c'était la chronologie. Est-ce que justement tu avais des symptômes qui avaient persisté sur des différentes commotions? Donc si on revient à tes commotions précédentes, peut-être tu peux nous donner le nombre de commotions que tu as fait réellement avec un suivi derrière un traitement médical suivi? Alors des commotions avec traitement médical que j'ai suivi par la suite, il y en a eu réellement deux. Pourquoi que deux par rapport à toutes celles que j'ai faites? C'est que entre-temps, j'ai des coéquipiers, notamment des coéquipières en équipe de France, qui ont dû arrêter le judo et le sport de haut niveau à cause de ces commotions-là. Moi, j'avais pas envie de ça. Donc je le cachais. Et donc je m'étais pas fait suivre, tout simplement. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai des symptômes qui persistent, et notamment depuis ma première commotion. Vraiment en termes d'irritabilité face à la lumière et au bruit, c'est vraiment quelque chose qui est chronique maintenant, et je pense qu'il va falloir que j'apprenne à vivre avec, quoi. Ok, c'est important ce que tu dis. Et est-ce que tu perçois le fait, suite à ta première commotion,
ou les commotions qu'on suivi, une possibilité que ton seuil de déclenchement d'une commotion a baissé. C'est-à-dire que, est-ce qu'avec un choc qui n'était pas aussi impactant que la première, tu déclenches des symptômes ou une commotion suite à un coup qui était moindre et que par le passé, tu n'aurais pas subi de commotion? Est-ce que tu perçois ça? Ah oui, clairement. Clairement, je suis beaucoup plus fragile au niveau de la tête, hein. Ça, c'est sans équivoque, tout va beaucoup plus vite. Vraiment, sur des impacts qui sont minimes, il m'arrive souvent de boxer aussi. Je suis obligé de mettre un casque parce que sinon j'ai mal à la tête toute la journée, quoi. C'est impossible. Ok. Du coup, la question qui s'ensuit, c'est du fait d'avoir un seuil un peu diminué, est-ce que tu prends autant soin des suites d'une commotion dans le sens où tu en as assez régulièrement et que peut-être derrière, est-ce que tu as déclaré l'ensemble de tes commotions? Alors, je suis pas le même déjà. J'étais jeune sur ma première. Enfin, je suis toujours jeune, mais j'étais vraiment jeune et je voyais que par le judo. Enfin, notamment sur ma première commotion, tout ça. Enfin, dans le judo, c'était nouveau. C'est quelque chose qu'on prenait mal en charge à ce moment-là. Et je me souviens d'être allé chez le neurologue au bout de la première consultation et il m'a dit de revenir avec 2 chèques de 100 euros. Moi, j'avais pas de sous à ce moment-là. Donc, j'y suis jamais retourné en fait. J'y suis jamais retourné parce que j'avais pas les moyens de payer et puis personne m'en a tenu rigueur, hein, derrière. Donc non, c'était mal pris en charge. Et moi, de mon côté, j'y prêtais pas forcément attention. Je pensais pas que c'était quelque chose de grave, en fait. Tout ce que je voulais, c'était retourner sur le tapis. Donc maintenant, oui, je fais beaucoup plus attention. Pourquoi? Parce que déjà, je sais que la vie, ça a un prix. Et je suis pas prêt à mourir pour du judo, à l'heure actuelle. Et donc, je sais que les conséquences peuvent être très graves. Donc oui, je fais attention. Et oui, je me pose la question de savoir si c'est pertinent de continuer le sport de haut niveau ou pas. Est-ce que tu peux nous donner, toi, ton avis sur la commotion cérébrale au niveau de la médiatisation de la commotion cérébrale, au niveau de toi, ton information que tu avais en tant que jeune athlète avant d'être atteint de commotion, de qu'est-ce que tu savais de la commotion? Est-ce que tu étais conscient de toutes les conséquences? Et si c'est pas le cas, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? J'y connaissais absolument rien. Je savais juste que les sports de contact, les sports de combat à contact type boxe, MMA, on connaît tous les KO. Mais encore, on connaît les KO, mais on sait même pas que ce sont des commotions cérébrales. Mais au judo, j'en avais jamais entendu parler. Et médiatiquement, personne n'en parle. Personne n'en parle. Et alors, c'est très grave. C'est très grave. Et je trouve ça bien aujourd'hui que de plus en plus de personnes prennent la parole, parce qu'il est réel que les athlètes ont tendance à plus écouter les athlètes que le corps médical, et que donc des athlètes prennent la parole pour dire que oui, c'est grave, que oui, la santé des athlètes est en jeu. C'est super important. C'est un peu le cas, tu as déjà un peu répondu à la question, mais si tu avais un message à faire passer, du coup, à tes coéquipiers, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à la commotion? Faites super attention à ça, parce que un croisé, ça se répare, une épaule, ça se répare, un coude, ça se répare, mais un cerveau, ça se répare pas, où ça prend beaucoup de temps à se réparer et où on peut avoir des séquelles à vie, et on peut le voir longtemps après. Donc c'est quelque chose vraiment qu'il faut pas prendre à la légère, même si c'est compliqué, qu'on est jeune, qu'on n'a pas conscience de tous les tenants et les aboutissants de cette blessure invisible. C'est quelque chose qui est très grave et très tôt, il faut s'en rendre compte pour le prendre en charge le mieux possible. Et si la suite c'est que on doit arrêter le sport de haut niveau, c'est juste pour avoir une vie meilleure par la suite et pas être embêté par les commotions ou la commotion qu'on a fait précédemment, parce que ça peut vraiment être handicapant pour le reste de notre vie. Et si tu avais un message pour les staffs médicaux et techniques, est-ce que ton message il serait différent ou tu as à peu près répondu à la question? Non, je pense que le message il serait similaire, mais il est sûr. Enfin, déjà nous en tant qu'athlètes, il est difficile pour nous de se rendre compte de l'importance de ça. Alors quand on est en face et quand on est entraîneur ou médecin ou autre, et qu'on a l'impression d'avoir une personne en face de nous qui a toutes qui a l'air d'aller bien, quoi. On a tendance et c'est le sport de haut niveau qui veut ça. C'est un monde de loups, c'est un monde de personnes dures au mal. Et donc on a tendance à se dire non, la personne qui est en face de nous, elle est en train de s'écouter. Alors que non, faut écouter les athlètes. C'est un projet qui est personnel. Si l'athlète il pense qu'il est pas en état de faire, il est pas en état de faire. On fait du sport de haut niveau amateur. Il n'y a pas des milliers d'aides à gagner. On va pas y laisser notre santé pour ça.
Dernière question par rapport à ton ressenti de commotion et la suite. Est-ce que tu penses que il y a des choses dans ton sport qui pourraient évoluer? Est-ce qu'il y a des règles qui pourraient changer? Qu'est-ce que tu penses sur le plan sportif pur qui pourrait changer pour améliorer et protéger la santé des athlètes par rapport aux commotions cérébrales? Concernant le judo, ouais. Concernant le judo, on est très très bien lotis sur ça. Il y a tout un tas de règles qui sortent, où même nous athlètes ne les comprenons pas, qui sont destinées à préserver l'intégrité physique des athlètes. Donc non, au judo, c'est juste que c'est un sport de combat et que malheureusement, c'est les aléas d'un sport de combat. Ok. Pour les gens qui connaissent pas le judo, est-ce que tu peux nous donner l'exemple des règles qui ont été mises en place dans le cadre des risques de commotion cérébrale? Alors, concernant la tête, concernant les risques de commotion cérébrale, il y a une règle qui a été mise en place et qui fait débat à chaque compétition. C'est que quand on lance une technique, si on prend appui sur la tête, on l'élimine. C'est aussi simple que ça. C'est si une partie de notre tête touche le sol avant une partie de notre corps, on est éliminé. Tout simplement parce que nous, au judo, il faut savoir qu'on porte notre poids plus le poids de l'adversaire quand on lance une technique, donc 2 fois notre poids en l'occurrence, parce qu'on est dans des catégories de poids, donc l'adversaire fait similairement le même poids que nous. Donc quand on se jette sur la tête et qu'on a sur nos cervicales notre poids plus celui de l'adversaire, c'est énorme. C'est énorme, donc la Fédération internationale de judo a mis en place cette règle-là, qui fait beaucoup parler, parce qu'il suffit qu'un cheveu touche le sol, on est éliminé, mais en tout cas c'est fait pour préserver la santé des athlètes. Pour préciser cette règle-là, l'objectif c'est pas que pour la commotion cérébrale, c'est aussi pour la protection des cervicales. Est-ce que tu penses du coup que d'autres règles pourraient être mises en place? Est-ce que tu penses que cette règle elle est mal conçue finalement parce que il y a potentiellement des biais ou des choses qui font que ça va pas dans le sens du sport? Est-ce qu'il y a d'autres choses selon toi qui pourraient être mises en place? Concernant le judo, je pense pas. Je pense pas. Si t'as d'autres idées que tu as. Je vais te proposer peut-être quelque chose. Ouais. Est-ce que si on prend l'exemple par exemple du rugby avec des athlètes qui sortent sur protocole commotion où il y a un bilan de commotion qui est fait avant une éventuelle reprise sur le terrain, est-ce que par exemple, ce genre de règle, c'est quelque chose qui peut te parler, qui t'intéresse, ou est-ce que ça va pas dans le sens du sport, ça hache le sport, etc. C'est vachement parlant, c'est sûr, mais après, en termes de logistique, c'est plus compliqué à mettre en place au judo. Déjà que quand les arbitres se mettent 3 minutes à regarder les caméras, le combat est vachement haché, les 2 athlètes ont le temps de récupérer. Donc là, je vois très mal un athlète potentiellement victime d'une commotion sortir du combat, son adversaire sur le tapis en train d'attendre, le protocole commotion qui se fait pendant ce temps-là et l'athlète qui revient. Ça me paraît très peu faisable. En l'occurrence, au judo, quand on fait une commotion, la compétition elle est finie pour nous. Donc il y a même pas débat là-dessus. Quand on est arbitre au milieu, on a beaucoup de choses à gérer déjà. Donc regarder chaque athlète individuellement pour savoir s'il a pris un coup ou pas, surtout quand c'est invisible. Je sais qu'en l'occurrence, moi les 2 commotions que j'ai fait, j'ai eu de la chance entre guillemets que l'arbitre ne voit pas. Pourquoi? Parce que je suis tombé face contre terre en fait. Je suis tombé face contre terre et on était des fois au judo on met plus de temps à se relever que d'autres fois. Pourquoi? Parce que on est fatigué, on met 2 secondes de plus. Et là en l'occurrence, je suis tombé dans les pommes, mais 2 secondes quoi. Ou la dernière, je suis tombé dans les pommes et le combat s'était pas arrêté parce qu'il y a des phases au sol en fait. Et mon adversaire commençait à m'étrangler et je me suis réveillé au moment où il m'étranglait. Donc ça peut arriver, mais non, effectivement, mettre quelqu'un sur le côté du corps médical qui serait chargé de suivre les athlètes uniquement dans un but de prévention, de savoir si l'athlète a potentiellement fait une commotion ou non, je pense que ce serait une bonne idée, oui. Est-ce que quelque part il y a quelqu'un qui t'a donné un ultimatum sur le fait de continuer ou d'arrêter ta carrière jusque-là? Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a fait insidieusement comprendre ou c'est quelque chose qu'on t'a dit de manière assez franche ou c'est quelque chose que toi tu envisages dans un futur plus ou moins proche? Alors au niveau de la commotion, non, je me suis rendu compte de ça tout seul plutôt. Pourquoi? Parce que j'ai des objectifs de vie par la suite, autres que dans le sport. Que du côté professionnel, pour mon métier, j'ai besoin de ma tête. Et donc je me suis dit que j'allais pas pouvoir continuer longtemps comme ça. Maintenant, j'ai Laurent Vinclair qui me suit depuis plus de 10 ans maintenant. C'est un médecin en qui j'ai une réelle confiance. Je pense qu'on a une relation privilégiée. Et quand il me dit quelque chose, j'ai tendance à l'écouter. Donc c'est lui qui m'a fait ne pas faire Tokyo. Et quand il me dit quelque chose, je sais que c'est pour mon bien. Je sais qu'il se cache pas derrière le fait que s'il prend une mauvaise décision, ça pourra lui être reproché par la suite. Je sais que quand il me dit quelque chose, c'est vraiment pour mon bien et pas autre chose. Donc oui, lui il m'a dit que c'était compliqué.
Maintenant, j'ai repris depuis ma dernière commotion. Je fais attention, je fais très attention. J'ai arrêté la boxe, par exemple. Je boxe plus à côté, je fais plus de sport de combat à contact. Je me privilégie pour le judo. Mais c'est sûr que je fais très attention, beaucoup plus attention qu'avant. Mais non, jusqu'à présent, on m'a pas mis d'ultimatum. Mais je pense que je suis assez grand, en tout cas, pour me rendre compte de ça moi-même. Ok, est-ce que tu auras besoin que quelqu'un te le dise à ce moment-là, où on te dit qu'on te débranche, en gros, qu'on te dise non, stop, là maintenant, Reda, t'arrêtes? Ou est-ce que de toi-même, tu penses que c'est quelque chose que tu arriveras à faire? De moi-même, c'est quelque chose que j'arriverai pas à faire, parce que même si j'ai dit que j'étais assez grand, la réalité est tout autre. C'est que quand on est sportif de haut niveau, on n'écoute rien ni personne. On va tout droit, tête baissée, on fonce, et tant que c'est quelque chose, en l'occurrence, je peux marcher, je peux faire du judo, je me rendrai compte que c'est grave que si je reprends un gros impact et que ça a des conséquences, et là je me dirais ah oui, en fait j'aurais dû arrêter avant. Mais non, je pense qu'un athlète a besoin qu'on le stoppe au moment T, et qu'on lui dise écoute, maintenant que tu le veuilles ou non, c'est terminé. C'est un cas de figure où toi, il y a une petite épée de Damoclès au-dessus de ta tête qui pourrait à tout moment. Ah, mais tu vois, je sais pas si vous avez vu les images des championnats de France. Moi j'ai vu. Tu vois, la soirée dernière, tu tapes même pas, tu te dis, mais c'est le choc est presque insignifiant, en fait, et je tombe fort dans les pommes et j'y reste pendant 30 secondes, quoi. Après, l'avantage dans ce genre de cas, c'est que tout le monde se dit, ah, c'est grave. Parce qu'il y a une perte de connaissance. Oui. Tu vois, on le perçoit. Plus. Et le problème, c'est que des fois, il y a des commotions où il n'y a pas de perte de connaissance. Ouais. Et c'est vrai que là, c'est plus compliqué de faire comprendre à l'athlète, aux entraîneurs, même à l'athlète des symptômes qui déclenchent alors qu'il a même pas perdu connaissance. Voilà, la commotion, c'est pas systématiquement une perte de connaissance, et ça, c'est un message qu'on veut absolument faire passer. Et à partir du moment où on a des commotions très graves visuellement, on a l'impression que voilà, c'est grave, c'est facile de mettre en place les choses. Quand c'est insidieux, on voit pas bien la chose, ou il y a une perte de connaissance qui est vraiment très courte, où on le voit pas, où il n'y a pas de perte de connaissance du tout, c'est difficile à faire passer le message, à arrêter l'athlète pendant plusieurs jours pour faire une reprise progressive et adapter les contraintes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Commotion et sport de haut niveau. J'espère que cet échange vous a permis de mieux comprendre les réalités de la commotion cérébrale et les défis qu'elle représente dans le sport de haut niveau. Dans cette série, nous explorerons des expériences issues de sports variés pour mieux comprendre les spécificités de chaque discipline. N'oubliez pas, en parler, c'est déjà agir. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous. Ensemble, faisons avancer la sensibilisation et les bonnes pratiques. À très bientôt pour un nouvel épisode.